Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidart-Tar, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui on reçoit Pascal Exposito. Egnon Pascal, comment ça va ? Ça va bien. Alors Pascal, tu es coutelier artisan d'art aux commandes des couteliers basques, tu nous en parleras dans un instant, et ça fait déjà plus de 30 ans que tu exerces cette profession, cette passion qu'est la coutellerie. Alors parle-nous un peu de ton parcours et de comment tu es devenu coutelier. Eh bien, j'ai commencé ce métier, je crois que j'arrive à 35 ans, donc mes parents étaient poissonniers et utilisaient des couteaux pour, bien sûr, trancher le poisson. Et la passion de la lame coupante m'est venue à ce moment-là. Donc, il fallait absolument, pour faire des belles tranches, que le couteau coupe parfaitement. Donc, je me suis mis à affûter les couteaux maison. Et puis, comme je ne savais pas bien le faire, j'ai fait des stages et puis j'ai appris. Et avec toute cette évolution-là, j'ai commencé à réparer des vieux couteaux, fabriquer des nouveaux couteaux, et puis voilà, le métier a démarré comme ça alors que c'était pas du tout prévu dans ma vie. Alors comme on vient de le dire, tu es à la tête des couteliers basques, une adresse incontournable de l'artisanat local. On est d'ailleurs très content d'avoir une telle adresse à Bidart, où on peut venir apprécier ce savoir-faire, dont la réputation n'est plus à faire. Alors parle-nous un peu de la coutellerie et de son histoire, puisqu'il me semble que c'est une assez vieille bâtisse, qui a d'ailleurs été rénovée avec beaucoup de goût. Moi j'ai d'abord commencé le métier sur Biarritz, pendant de nombreuses années, et puis après, une fois qu'on avait fabriqué nos propres couteaux, on a voulu absolument trouver une ferme pour être dans l'authenticité du produit. Donc bien sûr, nous avons fait des recherches dans le Pays Basque. On n'était pas spécialement parti pour Bidart, alors qu'on avait quand même un coup de cœur parce qu'on est natif de Bassilour. On a retapé cette vieille ferme qui date de 1789 d'après mes souvenirs. Il y avait un gros potentiel parce qu'il y avait des mètres carrés, beaucoup de mètres carrés, donc il y avait possibilité de faire un très bel atelier. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur cette ferme dans ce quartier. Alors nous on connaît bien les lieux puisque tu nous avais fait découvrir la coutellerie, mais pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ou qui ne seraient jamais venues, elle a une particularité, elle est entièrement vitrée de façon à ce que les clients puissent suivre les différentes étapes de fabrication des couteaux que tu réalises, ce qui permet aussi d'apprécier ton savoir-faire. Et en parlant de savoir-faire, tu as créé il y a quelques années déjà le premier couteau basque à l'image de notre pays, avec son caractère, ses traditions ancestrales et son originalité. Raconte-nous l'histoire de ce couteau et en quoi il représente aussi bien le Pays Basque. Alors ce premier couteau, il n'a pas une forme basque parce qu'on ne savait pas le faire. Donc la première idée qui nous était venue, c'était quand même d'utiliser le néflier. Le néflier étant le bois qui sert à faire le maquila. Donc il m'a fallu de nombreuses années d'abord pour trouver une personne qui est venue un jour dans notre atelier que j'avais à l'époque à Biarritz et qui est rentrée et puis qui m'a dit tout simplement « je vends du néflier ». Alors la surprise a été importante pour moi puisque j'avais fait déjà des recherches sur le néflier. J'étais parti voir la famille Bergara pour voir si je pouvais avoir du néflier, mais il n'était pas décidé à en vendre. Et quand cette personne est venue, elle était originaire de Saint-Palais, elle m'a dit oui, j'ai du bois, je peux en avoir. Mais alors moi je lui ai dit tout simplement non, mais moi je veux pas acheter de bois, je veux apprendre à faire ce bois. Alors il m'a dit pas de souci, tu viens me donner un coup de main parce que la personne était déjà âgée, tu viens me donner un coup de main, je t'apprendrai tout le savoir-faire de ce bâton. Déjà la base de la création d'un couteau est venue parce que j'avais trouvé la personne qui pouvait m'enseigner ce savoir-faire. Donc on a fabriqué des bois et pour l'instant je n'ai pas fabriqué de couteau parce que le bois il faut qu'il sèche entre 4 et 5 ans. Et puis le moment est venu, on s'est dit le bois était sec qu'on avait fabriqué et maintenant on va commencer à fabriquer un couteau. Comme on ne savait pas faire, on a tout simplement pris la forme d'un couteau aveyronné qu'on a basquisé en mettant donc ce bois de néflier qui avait séché et on a, au lieu de la mouche ou de l'abeille, on a sculpté une croix basque, le lauburu, sur le ressort. Et voilà, le premier couteau est né dans cette ferme. Le bois de néflier s'appelle c'est Mispirondoa et la nèfle s'appelle Mispira. Comme pour nous, c'est le fruit du néflier, on l'a basquisé Mispira. Alors justement, tu viens de parler des maquilas. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas originaires du Pays Basque, le maquila, c'est quoi ? Le maquila, c'est une canne du Basque, pas spécialement du Berger, du Basque. C'est une canne en bois avec du néflier scarifié, un pommeau, une dragonne, et puis vous avez surtout à l'intérieur
une dague qui permettait de se défendre. Alors on a parlé du Mispira, un mélange d'innovation et de créativité, mais il y a aussi les petits frères, Bichia et Artzaina, qui s'inscrivent eux aussi dans cette même lignée, en restant fidèles au Pays Basque, et on voit que ça te tient vraiment à cœur d'inclure à chaque fois un bout de Pays Basque dans tes créations, en valorisant même d'autres artisans locaux. On en parlera d'ailleurs juste après, des différents types de matériaux que tu utilises lors de la fabrication, mais pour l'instant, j'aimerais que tu nous parles de ces petits clins d'œil qui font sûrement la différence, puisqu'ils font tous référence au Pays Basque. Après le succès du Mispira, nous avons eu l'idée vraiment là de faire notre propre couteau. Quelque chose d'emblématique au Pays Basque, c'était le piment d'Espelette. Donc là, nous avons vraiment voulu représenter ce fruit. Donc nous avons designé vraiment la forme du couteau pour faire vraiment ce rappel. Autant le premier était sur le côté authentique avec le laobourou, le néflier. Le deuxième, c'était vraiment le clin d'œil sur la gastronomie. Et ensuite, nous avons Artzaina. Artzaina, celui-là, c'était vraiment pour reproduire le maquila. Donc nous avons, pareil, dessiné des nouvelles lignes pour représenter vraiment le maquila. Donc c'est un couteau tout droit avec plusieurs parties du couteau qui s'inspirent du maquila. Nous faisons aussi travailler l'artisanat local puisque tous nos couteaux sont vendus avec des fourreaux, avec un cuir de la tannerie Cariat à Espelette. Et là, d'ici 2-3 mois, nous avons notre dernier couteau qui va sortir. Alors c'est Urkulua. Celui-là, vraiment, il nous tient particulièrement à cœur parce que là, nous avons trouvé dans des fouilles archéologiques au-dessus de Garassi, Saint-Jean-Pied-de-Port, au col d'Arnostegui, il y a une tour qui s'appelle Urkulu, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et là, il y a des centaines d'années, même on peut dire, il y avait beaucoup de bergers basques qui faisaient beaucoup d'élevage de cochons, un petit peu de brebis, mais c'était vraiment des gens qui faisaient l'élevage de cochons et qui vivaient dans ces montagnes. Il y avait des milliers de personnes qui faisaient ce métier-là. Et autour de leur petit caillolard, parce que vraiment c'était plus que rudimentaire, les archéologues ont fait des recherches et ils voulaient savoir qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils vivaient. Ils ont trouvé vraiment des vieilles lames, plusieurs lames. Les archéologues sont venus me voir et puis ils ont fait analyser la lame sur Toulouse. On s'est aperçu que cette lame avait 350 ans. Donc après, nous avons fait des recherches et nous avons retrouvé cette lame avec le manche et donc nous allons reproduire à l'identique le couteau qui se faisait il y a 350 ans dans les montagnes basques. Mais c'est une belle histoire et on a hâte de découvrir ce nouveau couteau. Alors on vient de le dire, tu travailles avec différents matériaux. On a parlé du bois de néflier, du cuir, de différents tissus aussi que tu utilises, notamment des tissus de linge basque et j'en passe, mais il y a aussi des matériaux encore plus surprenants comme la molaire de mammouth. On n'y croyait pas au début et puis finalement, si, c'est bien le cas. Alors qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette molaire de mammouth pour intéresser un coutelier de ta renommée? Elle est surtout très très vieille, puisque les mammouths ont disparu et fort heureusement, autrement il n'y aurait personne au Pays Basque. Jusqu'à quand il n'y en aura pas éternellement, puisque c'est malheureusement le réchauffement climatique qui fait apparaître des squelettes de mammouths. Donc c'est en Russie, dans toute cette région polaire. Pour l'instant, ils ramassent ce qu'ils peuvent, ce n'est pas interdit, mais un jour il n'y en aura plus, puisque le mammouth, c'est quelque chose qui a vraiment disparu, quoi. Après, nous utilisons toutes les essences de bois, bien évidemment. Nous utilisons aussi, par rapport à notre artisanat local, le cuir de la pelote basque. Alors là, c'est du parchemin de chèvre que l'on habille sur une plaquette en bois. Voilà, c'est par rapport à la pelote qu'on a fait ça. C'est quand même quelque chose qui est un peu plus fragile, mais on l'utilise pour le clin d'œil. Nous avons fait un fourreau qui est très très original, qui représente le gant du Chistera. Nous avons de la nacre. Alors nous travaillons en partenariat avec la maison L'Artigue. Alors jusqu'avant on disait, jusqu'à il y a ces dernières semaines, nous disions qu'il y avait 3 fabricants de linge basque au Pays Basque. Maintenant il n'y en a plus que 2, puisque la maison Onatis a cessé son activité. Donc il reste plus que la maison Moutet à Orthez et L'Artigue qui est à Asquin et à Bidos. C'est vraiment les derniers tisserands de linge basque. Ils ont leur propre machine, donc nous sommes en partenariat avec eux. Ils nous fournissent tous les tissus et puis nous les incluons dans de la résine et puis nous sculptons après le manche et puis après on les monte sur nos couteaux. Donc nous avons aussi ce produit-là. Après on utilise aussi des matériaux beaucoup plus modernes, à savoir la fibre de carbone, le texalium. Vous savez, dans la coutellerie, on peut à peu près tout faire, quoi. On peut utiliser tous les matériaux. Alors on l'a dit, tu es coutelier artisan d'art et effectivement on est en plein dans les arts de la table. Il y a de nombreux professionnels de la restauration qui passent commande pour dresser de jolies tables avec tes créations et certains d'entre eux sont même étoilés. On pense notamment à Hélène Darroze, les frères Ibarbour, mais il y en a sûrement d'autres. Alors qu'est-ce que ça fait de voir que des grands chefs s'intéressent à ton travail? Ça doit être quand même une belle reconnaissance. C'est une grande fierté effectivement de savoir que ces gens-là pensent à nous. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui toutes ces cuisines étoilées sont parties aussi dans une recherche et puis ils aiment faire travailler l'artisanat local. Ça on s'en est aperçu. Moi qui voyage aussi un peu sur d'autres régions ici en France, voilà, il y a cet engouement pour
montrer tout le savoir-faire des artisans locaux. Donc bien sûr, on a Darros qui est originaire ici du sud-ouest, mais nous on est très sensible aussi à tous nos étoilés et pas étoilés qui sont ici dans notre cher Pays Basque et puis qui utilisent nos produits. On en est très très ravis. Alors les couteliers basques, ça représente plusieurs boutiques. On peut vous trouver à Arcachon, à Bayonne, mais surtout à Bidart, où se trouve l'atelier de fabrication. Alors justement, pourquoi Bidart? Pourquoi ce choix? J'étais natif de Bidart, donc le choix s'était quand même porté là-dessus, après mon parcours à Biarritz. Par rapport à nos créations qui étaient vraiment basques, on voulait vraiment trouver une ferme. Des fermes, il n'y en a pas pléthore au Pays Basque. Et donc, comme il y en avait une à Bidart, voilà, la mairie a fait pencher la balance pour nous parce que on se sent très bien. Moi, je suis vraiment bidartard. Bien sûr, j'ai été enfant de chœur, j'ai joué à la musique, j'ai joué à la pelote. Tout mon parcours était sur Bidart, donc je me voyais pas aller ailleurs. C'était une évidence. C'était une évidence. Alors, on a vu que derrière chacune de tes créations, il y avait toujours une petite histoire ou une signification. Et ça tombe bien, puisqu'on termine toujours avec une petite anecdote où notre invité nous livre un moment ou un souvenir qui l'a marqué et qu'il n'oubliera pas. De ton côté, ce serait quoi? J'ai tellement de souvenirs de ma jeunesse au Pays Basque. Bon, pour tous mes amis qui me connaissent bien, beaucoup de filles surtout, quand il y avait les balles autrefois, mais bon, aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile. On a vieilli aussi, après les parties de pelote, voilà, c'est des très bons moments qu'il y a eu au Pays Basque. Les concours de musique, la musique qui a fait beaucoup partie de moi. La fierté quand on a retapé cette ferme aussi, parce qu'elle était très très belle. Nous avions pris un cabinet d'architectes qui s'appelle Imagine, qui est sur Biarritz-Arcang, qui a retapé cette ferme magnifiquement belle. Voilà, une fierté d'avoir participé à la beauté du Pays Basque. Le premier reportage de TF1 par Jean-Pierre Pernaut, alors bien sûr c'est une de ses collaboratrices qui nous avait appelés, mais nous avons été très très surpris quand il y a eu ce reportage et la fierté de passer sur le plus grand journal de TF1, enfin le plus écouté, toujours est-il. Donc ça s'est fait 2 fois même. Il nous a remercié parce qu'on lui avait offert un couteau, il nous a envoyé une carte personnelle, donc on avait été très surpris. C'est quelqu'un qui a eu de grandes attaches à Bidart, de toute manière. Oui, quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi, c'était une fois, enfin il y a déjà une dizaine d'années, peut-être ça passe. Nous avions été sélectionnés pour faire le marché de Noël de Montbéliard. Donc là, grand plaisir aussi parce que les marchés là-bas, dans l'Est, ça représente quelque chose. Et l'émerveillement de voir la féerie de Noël, ça nous avait vraiment marqué, ça. Et c'est pour ça qu'on a voulu reproduire aussi. Pendant des années, nous l'avons fait. Là, ça fait 2 ans, bien sûr, qu'on a un peu baissé. Mais on avait été dans les premiers à éclairer la ferme pour Noël. Et beaucoup de gens nous en parlent encore chaque année. Qu'est-ce qu'elle était belle, cette ferme éclairée pour Noël. Donc ça aussi, ça nous avait vraiment marqué. J'aurais plein d'anecdotes, mais toutes ne me viennent pas. Alors Pascal, merci beaucoup pour cet échange affûté. Oui, c'est très gentil à vous d'avoir pensé à moi. Alors on a pris beaucoup de plaisir à te recevoir dans le quart d'heure Bidartard et on espère que les gens de passage à Bidart s'arrêteront à la coutellerie pour découvrir tes jolies créations, en appréciant aussi, ça va de soi, ton savoir-faire incontestable et ta bonne humeur naturelle. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.